Vous êtes bien sur Montagne en Poésie et nous accueillons aujourd'hui Souad Labise, poétesse, romancière, traductrice, franco-algérienne, de passage pour une semaine à la Maison de la Poésie transjurassienne du 25 février au 7 mars 2024. La médiathèque Le Dôme et la Maison de la Poésie sont en effet partenaires de la Semaine de la langue française et de la francophonie autour de votre venue qui permettra au public de vous rencontrer ce jeudi 7 mars à 18h. Cette soirée réunira tout à la fois autour de vous des adultes apprenant le français, mais aussi des élèves de la classe UPE2A de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur. Cette restitution des ateliers menés sur 2 semaines se clôturera par un concert avec le Club des amateurs de musique du monde. Bonjour, Souad Labise. On est très heureux de vous accueillir sur Montagne en Poésie. Vous arrivez de Toulouse où vous vivez depuis 20 ans, tout en gardant un pied de part et d'autre de la Méditerranée, puisque vous êtes encore très attaché à votre pays d'origine, l'Algérie, où vous retournez souvent, ainsi qu'en Tunisie, autre pays d'adoption. Votre œuvre conséquente est publiée pour l'essentiel aux éditions des Lisières par Maud Leroy, que nous avions aussi accueilli à la Maison de la Poésie avec Béatrice Machet en avril 2023. Et cette émission, vous pouvez la retrouver sur Média 39, notre chaîne YouTube. Bonjour Marion, merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux. Voici, pour commencer cet entretien, une citation de Labib Dadi, dans la préface de votre livre « J'aurais voulu être un escargot », publié en 2011, puis republié en 2017 et finalement publié à nouveau par les éditions des Lisières. En 2019, oui. En 2019, exactement. Le roman, en fait, a été préfacé par mon ancienne enseignante à Alger, à la fac centrale, Madame Christiane Chollet-Achour. Et dans sa préface, elle cite ce blogueur algérien qui est un grand lecteur de la littérature mondiale. C'est une belle ouverture, ça. Oui. Ouais. Alors voilà, cela dit ceci. Dès le 13 décembre 2012, un lecteur, Labib Dadi, postait sur le net cette appréciation qui donne les points forts du roman. J'avoue que j'ai été très impressionnée, aussi bien par la forme du texte que par son fond. Il se dit surpris par rapport à ce qu'il a eu l'habitude de lire chez les écrivains algériens. Un texte mêlant subtilité et sensualité, sacré et sacrilège. Un mariage surprenant de poésie, de courage et de lutte. Le personnage principal de ce roman est une petite fille qui essaie de comprendre pourquoi ses frères et elle ne vivent pas de la même manière. Pourquoi sa tante, qui venue d'Europe vivre chez eux, a fini par fuir Tounjaz, miracle. Tounjaz, c'est comme ça qu'on prononce ? Oui. Tounjaz, miracle, est ce pays pas si imaginaire que cela, à la fois Tunisie et Algérie, où il n'est pas facile d'être émancipé pour une femme. Alors, ce roman a en fait plusieurs facettes. Il pourrait être tout à la fois un roman sociologique qui questionne la place de la femme et des jeunes filles dans la société algérienne, porté, comme le dit la citation, par les voix de votre mère, de votre grand-mère, de vos tantes, mais aussi par la narratrice, vous-même, encore enfant, qui fait petit à petit connaissance avec son corps qui se transforme. En fait, il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, même s'il est inspiré de faits et de choses réelles, un peu autobiographiques, mais moi je n'ai pas eu une mère comme celle-là, je n'ai pas eu une grand-mère comme celle-là, je n'ai pas vécu dans une maison dite arabe, vous savez, les maisons traditionnelles ouvertes sur elles-mêmes, sur un patio à ciel ouvert et avec un espace qu'on appelle la terrasse sur toit. Donc il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit en grande partie de choses que je connais vraiment, voilà, qui ont eu lieu. C'est important de préciser ça parce qu'on est justement entre la fiction et la non-fiction. C'est aussi pour ça que je parle de sociologique, parce qu'il y a vraiment une étude de la société très précise autour de ces femmes, mais en même temps, c'est une fiction.
C'est une fiction, oui, oui, c'est entièrement une fiction, même si derrière les histoires, toutes les histoires que je raconte, je les ai vécues d'une manière ou d'une autre, ou d'autres les ont vécues et j'en ai été témoin. Donc l'histoire du bébé abandonné dans un sac poubelle, ça j'ai quasiment vécu ça dans notre immeuble à Alger, dans les années 80. Voilà, donc c'est plein d'histoires comme ça, et c'est le plus important en fait, c'est pas autant les faits, mais c'est le ressenti devant ces faits, c'est-à-dire quelles conséquences ils ont sur l'enfant ou la pré-ado plutôt, ce n'est plus complètement une enfant, c'est ça en fait ce qu'elle raconte, c'est la fin de l'enfance et la difficile entrée dans un âge qui est incertain, qui est celui de l'adolescence, le début de la puberté. Alors, ce récit de vie, il pourrait aussi être lu comme un conte, voire même un mythe. Et moi, je pense comme ça pourrait être des arabesques. Arabesque étant aussi un mot arabe et de décoration, mais ce motif, en fait, où on voyage, où on tourne autour, on prend des directions, on revient, voilà. Et tout ça autour, entre tradition et modernité, entre l'ici et l'ailleurs, avec toujours ce leitmotiv tout le long du livre qui rythme le roman. T'aurais pas dû partir. Fallait pas partir. Fallait pas partir. C'est une phrase qui, à l'origine, vient d'un poème de Kateb Yassine qui parlait des événements de 1945 en Algérie, quand il y a eu les massacres du Sétifoi à partir du 8 mai 1945. Donc il avait quitté le lycée pour aller manifester avec les manifestants algériens. Et c'est à partir de là qu'il dit qu'il ne fallait pas partir. C'est un peu le clin d'œil à... Et donc ça un peu... Ça va, il y a... En fait, le texte n'est pas chronologique. En revanche, il a, on va dire, deux colonnes vertébrales, au moins une colonne vertébrale, c'est qu'il est traversé d'une légende que j'ai fabriquée de toutes pièces, avec un personnage de Lalla Noubia, donc la dame Noubia, et qui en fait vient de trois personnages réels, enfin ou presque, en tout cas un des trois, deux sont réels, une est encore vivante d'ailleurs. J'ai eu recours à ces personnages de femmes qui m'impressionnent pour fabriquer le personnage de Lalla Noubia, et je voulais que cette légende qui est au début du récit est raconté par le conteur. Donc là, le roman démarre avec un souffle contique. Donc on est dans le conte et on a l'impression un peu qu'on va se laisser aller voilà, dans une légende, le conte, la mythologie. Tout ça, je l'ai entièrement fabriqué de toutes pièces. Mais c'est pour seulement que on commence par la tradition. Et hop, dès le deuxième chapitre, la parole est arrachée aux hommes et aux conteurs habituels, c'est-à-dire à la narration habituelle de tout ce qu'on connaît, ce qui nous fabrique, nous autres femmes, entre autres, de tous les mythes, de toutes les constructions mentales qui font que, souvent, elles sont tenues par des hommes, aussi relayées par des femmes, bien sûr, par les mères, par les femmes. Et ce qui m'intéressait, c'est que la narration soit faite en même temps par la fille qui change, qui devient pubère, et qui raconte cette difficile entrée en puberté dans ce monde-là, dans cette société conservatrice, et de temps à autre, Nenna, la grand-mère, parce qu'elle vit dans une maison patriarcale, donc il y a la grand-mère qui est là, donc les grands-parents sont là, sauf qu'il n'y a que la grand-mère. La grand-mère va raconter de temps à autre, elle va continuer à raconter le récit par lequel le roman s'ouvre, c'est-à-dire le récit contant la légende de Lalla Noubia, qui serait celle qui a créé ce pays, cette société-là, avec trois femmes. Et cette femme, voilà, c'était ça l'idée, c'était que on arrête de donner la parole aux hommes et on écoute les femmes. Et ce conte cette légende va être racontée
avec les mots de Lalla Noubiya, de Nenna plutôt, de la grand-mère, qui est la grand-mère maternelle. Et donc là, on est dans un récit où tout est donné, c'est la part belle aux femmes. On parle des femmes, où les hommes sont quasiment inexistants. Ils existent un peu comme une ombre, un peu comme un danger, lointain ou proche, mais on ne sait pas qui ils sont. Et c'est plutôt ce qui arrive aux femmes qui éclaire un peu les pages de ce récit. En même temps, vous restez, on pourrait dire, dans la construction du conte. C'est un peu comme un écrin pour une parole d'aujourd'hui. Et vous inventez d'autres modèles d'autonomie et de révolte pour ces femmes grâce à la poésie orale. Oui, entre autres, oui. La poésie orale qui est la poésie dans laquelle j'ai baigné, hein, donc traditionnelle, en algérien, ou même dans la poésie du quotidien, orientale ou classique, dans laquelle j'ai baigné, tout en étant bilingue, parfaitement bilingue, c'est-à-dire parfaitement biculturelle entre une culture plus occidentale et plus via le français, et via la culture française, et ma culture nord-africaine, d'un pays nouvellement indépendant où le français est une langue courante, comme le sont l'arabe et l'amazigh, donc tous les parlers berbères, dits berbères. Et alors justement, vous abordez la question des langues. Votre livre, il est écrit en français, mais il est très habité par l'arabe. Tout à fait. Et cette petite fille que vous êtes, qu'est la narratrice plus exactement, sait très tôt qu'un des murs, c'est la langue. Les murs contre lesquels elle se heurte, c'est d'abord la langue. Alors, comment apprend-elle, cette petite fille, à naviguer entre l'arabe et le français sans néanmoins traduire ses aînés ? En fait, elle se rend compte que quelque part, l'interdit un peu, le tabou un peu imposé par le père est idéologique. Ce n'est pas vraiment un tabou, il n'est pas très, très fort, il est assez lâche. Mais elle sait que parler le français en présence de son père, ou que son père entre à la maison et entende la radio parlant en langue française, le rebute, il ne comprend pas parce que lui s'est battu pour l'indépendance. Et pour lui, il n'y a pas de sens à parler encore, surtout chez lui, dans son intimité, d'entendre sa fille qui n'a pas vécu la colonisation, soit aussi attachée à cette culture. Et donc, mais elle le comprend, même si elle ne le verbalise pas de cette façon. Elle comprend que c'est dogmatique, que c'est idéologique, parce que le français, elle le vit comme un fait accompli. C'est une de ses langues, exactement comme elle parle l'arabe. C'est pour elle comme une langue maternelle, puisque sa mère, effectivement, à la maison, parle français aussi. Alors, il y a un deuxième élément très important dans l'émancipation de cette petite fille, mais en même temps, finalement, de l'auteur, de la narratrice, c'est l'écriture. Et vous dites, page 220, donc à la fin du roman, « Quand pourrais-je enfin vivre libre, chanter, danser et aimer sans entrave ? Écrire est la solution, l'issue est probablement dissimulée entre les hautes herbes folles qui ont envahi jusqu'aux rues et boulevards de la ville. Conjurer les esprits de mon long silence, tous mes démons étaient au rendez-vous initiatique. Tu es parti, laissant la place aux jeans bleus tapis dans l'ombre de notre misère. Tu ne reviendras pas, je le sais maintenant, que j'ai décrit ma douleur, les détailler pour mieux la conjurer. La douleur silencieuse et assassine. Mais fallait pas partir, fallait partir. » Vous êtes bien sur Montagne en poésie où nous nous entretenons aujourd'hui avec Souad Labise, auteure franco-algérienne, à propos de son livre « J'aurais voulu être un escargot ».
Dans la tragique destinée des femmes algériennes pour retrouver leur liberté, chanter, danser, aimer, on comprend que les paroles de la narratrice sont des désirs jetés comme une bouteille à la mer, car, on le sait, sa tante est partie sans plus jamais donner de nouvelles. C'est bien cela, Souad Labise. En fait, c'est comme si elle s'écrivait à elle-même. Parce que le fait de dire fallait pas partir, c'est que quelque part, elle se rend bien compte que beaucoup de gens partent, même si c'est au passé de dire fallait pas partir, mais c'est l'interrogation de ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va falloir quand même partir? En écrivant ce roman, j'ai interrogé mon mal-être dans cet exil choisi. Je dis bien choisi. Je n'ai pas quitté le Maghreb pour des raisons économiques. Je travaillais, j'étais professeur de français, etc. Mais je voulais vivre plus librement, sans avoir peur pour certaines choses. Et l'écriture était comme ce que je dis plus tard, enjamber la flaque où se reflète l'enfer, ça veut dire c'est l'écriture. Enjamber, c'est l'écriture. C'est le fait d'écrire, d'enjamber un danger, une difficulté qu'on n'a pas envie qu'on ne peut pas voir comme ça avec ses yeux. Mais je me rendais compte que par rapport à cette histoire d'exil, de départ, que je n'étais pas la seule, puisque cette histoire de tante, moi je l'ai vécue, parce que j'ai une tante qui est venue et qui est effectivement repartie vivre en France, en Europe. Mais après, moi, quand je suis partie, je me suis rendu compte que moi, j'ai fait pratiquement la même chose avec ma nièce, parce que ma nièce me disait « Pourquoi tu es partie ?» Parce qu'elle aurait voulu me voir plus souvent pendant son enfance, et même plus tard. Elle est très attachée à moi. Mais après, elle est partie. Et sa petite sœur aussi est en droit de lui poser cette question. C'est-à-dire d'être en face d'une adulte, une jeune femme, et face à une jeune femme ou une jeune fille, et face à une adulte qui pour elle est un modèle de modernité, d'enjambement de la tradition, de lutte pour vivre sa propre liberté. Et le fait que de l'absence de ce modèle est très problématique, parce que c'est comme si on ne pouvait pas le faire. En tout cas pas dans ce lieu-là. Alors, finalement, l'écriture peut-elle devenir un apaisement pour ces femmes dont la parole n'est pas libre? Est-ce que c'est une ouverture pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de dire à haute voix ce qu'elles pensent tout bas? Ça dépend, je pense, des personnes. Et c'est sûrement plus une ouverture qu'un apaisement pour certaines personnes, parce que écrire n'est pas du tout anodin, et n'est pas simple, n'est pas facile. Ça remue des choses et ça peut nous mettre devant les démons qu'on n'a pas envie de sortir du placard, qu'on a envie d'oublier. Et c'est leur donner vie, puisqu'on va parler de ça, de ces difficultés, de cette douleur. Donc c'est pas nécessairement un apaisement, c'est plus c'est d'être dans un acte, ne pas être sans réponse et complètement emmuré par le silence. C'est une brèche dans le mur qu'on a dressé autour de soi. Alors justement, dans la démarche artistique qui a été entreprise par la Maison de la Poésie avec les adultes et des enfants apprenant le français à la médiathèque de Saint-Claude et avec la classe UPE2A de la cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur, ce travail d'expression qui passe par le corps peut-il être un amplificateur choral des voix minorées ou inaudibles? Est-ce une passerelle pour dire les émotions? Est-ce que l'écriture est une passerelle? Bien sûr, c'est une passerelle, c'est plus qu'une passerelle peut-être. Hein. Ça peut être un vaisseau pour traverser des murailles, traverser l'incompréhension des personnes qu'on a en face, ou même aller vers elles. Oui, c'est une passerelle, c'est une porte ouverte, c'est une fenêtre par laquelle on échappe. On échappe à ce qui nous retient un peu dans la glaise, les pieds dans la glaise.
Et du coup, ces ateliers plurilingues, puisque se retrouvent toutes les langues présentes aujourd'hui à Saint-Claude à travers ces apprenants, est-ce que c'est aussi une ouverture peut-être pour le dialogue? Et vous-même, votre bilinguisme influence-t-il votre travail d'autrice et de traductrice? Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est déjà, d'abord, il y a la rencontre. Il y a le fait aussi que ces personnes migrantes qui se retrouvent dans un lieu qui est Saint-Claude, par exemple, donc cette partie de la France, ou d'Europe, ou de l'Occident, ça veut dire aussi que chacun est venu avec un poids, sympathique ou pas, mais avec un poids de patrimoine dont peut-être qu'il ne croit pas dont il ne pense pas avoir une valeur, enfin que ce patrimoine a une valeur. Et c'est ce qui me semble moi important, c'est de leur dire vous venez, à chacun, vous venez d'une culture qui a son importance et vous avez des choses à m'apprendre, à moi et aux autres. Donc essayez de trouver le moyen de l'exprimer. Si c'est pas avec la langue française ou avec votre langue, essayez quand même de vous exprimer là-dessus, parce que on est souvent nombreux à être curieux de l'autre et des autres, pour mieux, des fois aussi, pour mieux se comprendre. Donc, on ne peut qu'inviter nos auditeurs à venir découvrir ce travail de création qui va être proposé donc jeudi 7 mars à 18h à la médiathèque, faire connaissance avec ce plurilinguisme, multilinguisme que porte la semaine de la langue française et de la francophonie. Merci beaucoup, Swad Labise. Merci Marion. Montagne en poésie vous donne rendez-vous dimanche 6 avril sur RCF Jura pour un nouvel entretien avec Hélène Gaudy, auteure de romans et de récits, suite à sa venue à Saint-Claude dans le cadre du week-end Musée Télérama les 16 et 17 mars prochains. Une rencontre à l'initiative de la Maison de la Poésie et du musée de l'Abbaye de Saint-Claude. 2 ouvrages seront à l'honneur, Zone blanche, récit d'un récit, ceux d'une vingtaine d'artistes, exploration d'une exploration, voyage autour du voyage, pour voir ce que nous pourrions à notre tour en rapporter. Et puis un autre ouvrage paru en 2019 chez Actes Sud, Un monde sans rivage, récit documenté par la force des photographies retrouvées de la funeste expédition en dirigeable vers le pôle Nord, véritable déclencheur de l'écriture. Cette pérégrination sur 2 jours avec Hélène Gaudy débutera donc le samedi 16 mars à 17h au musée de l'Abbaye de Saint-Claude dans l'extraordinaire exposition temporaire Paysages gelés qui rassemble une sélection d'œuvres d'époques différentes et courants artistiques tout à fait variés avec pour thème commun fascinant le paysage en hiver. Nous nous retrouverons ensuite à 19h à la géode du Cerné-Trou, à Lapès, pour une lecture d'un premier extrait de Un monde sans rivage, avec projection des photos retrouvées de Niels Strindberg, membre de l'expédition en ballon vers ce pôle Nord, qui échoua en 1897 au Svalbard. Lors d'une exceptionnelle fonte des glaces en 1930, on exhume parmi les vestiges des rouleaux de pellicule abîmés qui vont miraculeusement livrer des images. C'est à partir de ces photographies qu'Hélène Gaudy imagine l'envol et l'errance de ces 3 hommes sur la banquise, non préparés et ballottés dans un paysage mobile jusqu'à l'effacement final. Alors, cette première rencontre littéraire sera suivie d'une projection du film ethnomuséographique Le Lien, réalisé par Marion Siréfis en 1991 pour le comité des jeunes du village d'Inukjuak dans le Nunavik, province du Québec à 3000 km de Montréal. Ce film est en partie restauré et rend compte de la construction traditionnelle d'un kayak en peau de phoque dans un campement de chasse et de pêche où de jeunes Inuits mettent en pratique la parole et les gestes des anciens dans les paysages gelés du Grand Nord québécois. La matinée du dimanche sera consacrée à une pérégrination sensorielle à la carrière du plateau de Chaudes-Ambres,
pour une seconde lecture par un collectif de lecteurs en présence toujours d'Hélène Gaudy. Ce programme détaillé se trouve sur le site de l'association sautefrontières.fr. N'hésitez surtout pas à contacter Marion pour en savoir plus et surtout vous inscrire. Vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube de la Maison de la Poésie Média 39 qui présente en 3 minutes le teaser de cette formidable exposition Paysages gelés au musée de l'abbaye de Saint-Claude. Pour cette pérégrination de 1 ou 2 jours dans les hauteurs du Jura, le gîte du Cerné-Trou peut aussi être votre hôte pour la nuit du 16 mars. Renseignez-vous et à tout bientôt sur Montagne en Poésie. D'ici là, restez curieux.